news de ce soir avec du taekwondo. Ruth Bagby devient formateur évaluateur. La Fédération ivoirienne de taekwondo a ses premières dames formateurs évaluateurs. Elles sont au nombre de 5. Il s'agit de Ruth Bagby, Botero Sylvia, Kragbe Cynthia, Yabré Awa et de Nyanye Yebré. Elles ont toutes été recrutées au terme des examens de la session de recrutement de la saison 2020. Cela montre de la détermination de la fédération à faire de la question du genre l'une de ses priorités, peut-on lire dans un communiqué publié par la fédération et signé des mains du secrétaire général, Maître Anzoumana Siaka. Alors on dira que c'est l'un des meilleurs cadeaux que Bamba Cheikh Daniel aura laissé au taekwondo ivoirien, notamment la constitution des corps de formateurs, évaluateurs et des arbitres. Il fallait former les formateurs, donc ça a été fait avec, je dirais, l'institution de cette catégorie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la première promotion, ce sont des dames. Et ça va inciter aujourd'hui, ça va inciter les jeunes filles à s'adonner à cette discipline, le taekwondo, pour pérenniser la discipline, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire quand même fait partie des meilleurs au niveau de l'Afrique. Il faut que ça continue et ça passe par la formation, et ça passe par la formation aussi des formateurs. Et ce qui est fait, déjà les dames, les hommes, forcément, au niveau de deuxième, troisième promotion vont suivre, et on ne sera pas étonné de voir dans les années à venir cette discipline rapporter des lauriers au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que derrière, on a pensé à la formation, ce qui n'est pas le cas souvent dans d'autres fédération. C'est une bonne nouvelle pour le taekwondo ivoirien, bien vu de la part de la fédération. Tout de suite impliquer ces dames-là dans la formation. Moi, je pense que c'est bien vu et c'est tout simplement magnifique. Elles pourront transmettre leur savoir, leur vécu, leur expérience à la nouvelle génération. Et puis, parmi ces personnes-là, la figure de proue reste Bagby Ruth, première femme médaillée olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, la première championne également du monde ivoirienne. Elle est également quadruple championne d'Afrique. Eh bien voilà. Bon, mais en tout cas, c'est une fédération qui marche et qui travaille super bien. Très bien. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, on poursuit avec du basketball. La Ligue sanctionne les Bucks. La NBA a décidé de sanctionner les Milwaukee Bucks, coupables d'avoir pris contact avec Bogdan Bogdanovic et ou son agent avant que la période des négociations ne soit officiellement ouverte. Une pratique souvent usitée en NBA, même si elle est interdite. Pris la main dans le sac, alors même que le joueur serbe a rejoint Atlanta plutôt que Milwaukee, eh bien les Bucks seront privés de leur second tour de draft en 2022. Et ça, c'est pas terrible. Hein? Oui, c'est un coup dur pour cette équipe des Milwaukee qui ne pourra pas drafter en 2022 pour le second tour. Elle est privée de cela. Cette privation est due, à cette règle qu'elle a pu enfreindre. Et quelles seront les conséquences? Quelles sont les conséquences de cette privation? C'est une équipe qui ne pourra pas se renforcer en qualité, en quantité, parce qu'on sait que la draft, c'est le moment, c'est la période où les équipes de NBA choisissent les joueurs qui ont évolué pendant le championnat universitaire. Les futurs stars. Les futurs stars, voilà, les futurs stars du championnat universitaire au niveau des États-Unis. Deuxième chose, c'est qu'elle va perdre aussi de l'argent, parce que quand vous arrivez à récupérer un joueur pendant la draft, vous avez la possibilité de revendre ce joueur, plutôt ce basketteur, pardon, si d'aventure ce basketteur ne rentre pas peut-être dans les plans de l'équipe, ou bien il n'y a pas de place pour lui dans votre effectif pour le moment. Donc il y a une possibilité de le revendre à une autre franchise pour gagner de l'argent. Donc voici à ce niveau, voici les deux conséquences auxquelles cette équipe s'est exposée. Alors, quelque part, les Milwaukee Bucks ont envie de renforcer l'équipe parce qu'on l'a vu tout le temps annoncé favori pour la victoire finale, mais ils n'arrivent parfois pas, même en finale de conférence. Donc, c'est tout là, j'ai créé l'intérêt pour Bogdanovic, qui quand même a une sacrée expérience au niveau de la NBA. Il a été drafté en 2014, donc un très bon arrière qui pourrait, apporter de l'expérience dans cette équipe de Milwaukee. Donc, du coup, ils ont été un peu plus pressés. Ils ont entamé les négociations avec le joueur serbe un peu plus tôt et malheureusement, ils ont été rattrapés par la patrouille. Mais bon,
qu'à cela n'en tienne, au niveau de la NBA, il y a pas mal cette manière de faire est courante. Mais bon, il faut s'arranger pour ne pas se faire prendre. Malheureusement, ils n'ont pas su gérer cette affaire. D'ailleurs, chez les Bucks, si on posait la question à Giannis Antetokounmpo avant sa signature, cette grosse signature-là, quelles sont les franchises qu'il avait contactées hors période, je pense que la NBA aurait pris peut-être plusieurs franchises, mais c'est ça aussi, il faut savoir jouer le jeu, il faut savoir être malin. Malheureusement, Milwaukee n'a pas pu, et malheureusement encore, c'est qu'il a signé du côté de Atalanta. Atlanta, non, pas du tout. Atlanta. Il a signé du côté de Atlanta. Donc, je dirais double peine parce que, comme Boris le signifiait aussi au niveau de la draft, être privé au niveau du second choix. Une sanction difficile pour cette franchise-là, mais l'amende ne va pas dépasser 270 millions de francs CFA. Et puis, la NBA a ajouté que la sanction, tout simplement, prend en compte la coopération des deux clubs, dont Atlanta et Milwaukee. C'est un garçon qui vraiment a performé la saison 2019-2020 avec l'équipe de Sacramento. C'est 53 matchs, 20 fois titulaire, 43,3% de tirs à 3 points, 3,23 rebonds par match, 14,47 points par match. Et puis des distinctions pour lui. Le gars, il est tout simplement magnifique, formidable. Oui, je veux le dire, MVP des finales des championnats de Serbie en 2014, élu meilleur espoir d'Euroleague en 2014-2015. Tia, c'est un champion. C'est un lion. Allez, le mot de la fin. 2 dates à retenir au niveau de la NBA. La NBA commence dans la nuit d'aujourd'hui, à demain, on va le dire comme ça, voilà, avec des matchs intéressants. Et puis, ils auraient même pu attendre parce que l'ouverture des transferts au niveau de la NBA, c'est le lundi prochain, le 28 décembre 2020. Ouais, mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Hein, mais parce il faut courir rapidement pour essayer de prendre les meilleurs joueurs. Oui. Mais ils ont perdu doublement. Il se passe tellement de choses. Il peut tellement se passer de choses entre aujourd'hui et lundi. Ah oui, non. Là, c'est vraiment la course à celui qui ira le plus vite, qui aura la meilleure offre, etc. Ils n'ont pas su jouer. Voilà, il ne fallait pas se faire prendre et puis c'est tout. Allez, on va continuer avec le budget des JO. Oui, le budget des JO chiffré, écoutez bien, à 8 billions, messieurs, dames. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés d'1 an à cause de la pandémie de Covid-19, devraient coûter au total 8 billions 530 milliards 486 millions 900 000 francs CFA. Ont annoncé mardi les organisateurs. Ce nouveau budget, supérieur d'1 billion 509 milliards 239 millions 990 000 francs CFA au précédent, annoncé il y a 1 an, confirme des estimations publiées début décembre quand Tokyo 2020 avait chiffré le surcoût causé par le report et les mesures anti-Covid-19. Cela ferait de Tokyo 2020 les Jeux Olympiques d'été les plus chers de l'histoire. Oui, que de chiffres. Oui, que de chiffres. Je vais faire la passe à Henri Joël. Je vais prendre cette passe. Oui. Déjà, pour la crise sanitaire, pour pouvoir permettre à tous ceux qui vont faire le déplacement du côté de Tokyo d'éviter cette maladie, ils ont prévu près de 500 milliards de francs CFA pour lutter contre la crise à coronavirus pendant les Jeux. Et qu'est-ce qui fait que ce budget-là a augmenté? Non seulement il y a la crise sanitaire, ensuite, il faut penser à la prolongation des différents contrats de sponsoring avec tout ce qui a été fait pour 2020. Il faut prolonger cela. Il faut prolonger les contrats du personnel parce que tous ceux qui ont travaillé sur les sites, quand même, il faut pouvoir la maintenir pour permettre à ces sites-là d'être trop performants à la date prévue. Donc, je dirais, la crise sanitaire non seulement a permis de repousser la date, mais aussi d'accroître le budget qui a été demandé pour l'organisation de ces JO. Oui, alors à cela, il faudrait rajouter que sur les différents centres pour accueillir les athlètes, il y aura des laboratoires pour pouvoir détecter si oui ou non les athlètes ont eu ou ont contracté le coronavirus. Et il y aura de nouveaux centres d'accueil pour les athlètes. En plus de cela, le comité d'organisation a voulu bien évidemment
reconduire les différents contrats du personnel et aussi augmenter le nombre de billets gratuits. Parce que ce n'était pas évident. Il y a des personnes qui ont commandé, qui ont payé leurs billets, mais à cause de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de JO. Donc, ils ont voulu bien évidemment faire ce cadeau-là à ces personnes-là pour pouvoir attribuer des billets gratuits. Alors, concernant la cérémonie, il y aura des restrictions par rapport aux réductions bien évidemment de billets gratuits. Pour la saison 2020, c'était 83 000 billets gratuits. Pour cette saison, ce sera 63 000 billets gratuits. Ensuite, il y aura la suppression de certaines cérémonies et économies sur les mascottes et les feux d'artifice. Donc, ce ne sera pas évident de voir assez de feux d'artifice, ce qui n'est pas véritablement... C'est pas bien. Voilà, la magie des JO, voilà, la particularité des JO. Mais bon, il faudrait faire des économies aussi. Il faudrait serrer la ceinture. Et puis, comme l'avait dit tout à l'heure, les JO de Tokyo 2020 deviennent les Jeux d'été les plus chers de l'histoire devant ceux de Londres en 2012. Très bien. Allez, on poursuit avec du football. Wadou, hospitalisé au Maroc. Entraîneur du Mouloudia Club d'Oujda en D1 marocaine depuis 2 mois. Abdeslam Wadou connaît un début de saison plutôt compliqué, lui qui est en conflit ouvert avec sa direction. L'ancien défenseur de Nancy et de Rennes, âgé de 42 ans, a fait un malaise la semaine dernière. Il est actuellement hospitalisé à Oujda pour des problèmes cardiaques. Oui, l'ancien défenseur des Lions de l'Atlas ne se porte pas bien, on le sait. Lui qui détient 59 sélections avec cette équipe du Maroc. Il a arrêté sa carrière en 2013 et puis par la suite, il a décidé d'embrasser la carrière d'entraîneur. Mais un métier qui pour le moment ne lui sourit pas assez bien. Pourquoi? Parce que depuis 2 mois qu'il est dans le club du Mouloudia, eh bien, cette formation est l'antenne rouge de la Botola Pro. C'est le nom donné au championnat marocain. Après 4 journées, l'équipe occupe la dernière place du championnat, seulement avec un seul petit point, 3 défaites, 1 nul. C'est vraiment pas fameux. Vivement qu'il se rétablisse pour qu'il puisse, pour qu'il puisse venir redresser la pente avec cette équipe-là. Alors, avec les statistiques que nous voyons, ça ne sera pas évident pour lui de pouvoir rebondir, puisque déjà, il sera privé de terrain avec la maladie qu'il a actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Qu'il revienne très rapidement pour permettre à cette équipe de Mouloudia de pouvoir rebondir, parce que déjà, les stats ne sont pas bonnes. Un seul match nul pour 3 défaites. On dira aussi que peut-être, comme il est nouveau, bon, il est en apprentissage dans ce club, mais bon, dans pas mal de clubs, surtout comme les clubs du Nord, il y a cette pression-là, cette pression du bon résultat. Ne vous focalisez pas sur les résultats du club. Là, il est quand même hospitalisé pour des problèmes cardiaques. C'est là que j'ai dit, rapidement, on lui souhaite, on lui souhaite qu'il revienne rapidement. Il revienne rapidement parce que, non seulement il a servi le Maroc, mais aussi c'est un poste d'entraîneur où il continue de servir le football marocain. Donc, comme vous l'avez dit, l'information majeure, c'est qu'il revient très tôt sur les bords du terrain. Absolument, on lui souhaite un prompt rétablissement. Allez, la FIFA porte plainte contre Blatter. La FIFA a annoncé mardi avoir déposé une plainte contre Sepp Blatter. Dans un communiqué, la FIFA explique avoir déposé une plainte pénale auprès du procureur du canton de Zurich, après qu'une enquête menée par des experts externes a fait apparaître des preuves de mauvaise gestion criminelle présumée visant l'ancienne direction de la FIFA et des entreprises nommées par cette dernière dans le cadre du projet du musée du football. Son coût total était estimé à plus de 300 milliards de francs CFA, mais bon, la direction actuelle pense que cette somme aurait dû être attribuée au football directement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Selon le communiqué de la FIFA, qui a investi 85 milliards de francs CFA dans la rénovation du bâtiment qui accueille aujourd'hui le musée dans le centre-ville de Zurich. On dira que, bon, voilà, au niveau de la FIFA, il y a tellement d'actions, il y a tellement d'histoires qui arrivent chaque jour. Récemment, c'était Gianni Infantino. Aujourd'hui, c'est Sepp Blatter. Bon, on attend peut-être demain, ça sera une autre personne, mais vivement que toutes ces histoires-là soient bien traitées pour qu'on sache vraiment qui a fait quoi et qui doit être sanctionné. J'ai envie de dire, c'est quoi? On est fatigué. Il y a quoi? Toujours la FIFA. Si ce n'est pas Infantino,
c'est Blatter. C'est-à-dire que ce sont des abonnés au scandale. Parce que par rapport au musée, c'est Gianni Infantino qui a inauguré ce musée-là un jour après son élection. Donc, il avait quand même connaissance de ce musée-là. Pourquoi attendre 5 ans après pour pouvoir poursuivre Blatter? Les enquêtes. Non, du tout. Quand on va inaugurer, par exemple, un musée qui est dans son instance, je crois qu'on a quelques informations concernant la construction de ce musée. Au lendemain de votre élection, Oui. vous ne pouvez pas vous arriver, vous ne pouvez pas mener des enquêtes en même temps. Franchement, la priorité, c'est l'inauguration du musée. Une fois que c'est fait maintenant, il faut Non, mais il y a quand même le défi. Il y a quand même le défi avant. Quand on a un tel degré de responsabilité, eh bien, on ne s'engage pas, on ne fonce pas la tête la première comme ça sans savoir où on met les pieds. Non. Mais est-ce qu'on donc Infantino ne devrait pas inaugurer le musée? Non, s'il voit que c'est louche, il ne fait pas parce que son nom sera toujours attaché à ce musée. Absolument. Non, mais bon, derrière moi aussi, je me dis que bon, la priorité, c'était d'inaugurer le musée. Et puis après, s'il y avait des enquêtes à mener, ben, voilà. Je pense qu'il veut distraire quand même l'opinion publique parce qu'il y a déjà une plainte qui plane sur lui, donc il veut peut-être divertir l'opinion publique, sinon il n'y a pas besoin de... Donc créer une sorte de diversion alors. Voilà, peut-être ça. D'accord, ok. Bon, eh bien, en tout cas, wait and see, comme dirait l'autre. Allez, on termine avec les Coupes africaines. Ben oui, le RCA et San Pedro au combat. Les deux clubs ivoiriens engagés en Coupe d'Afrique seront au front ce mercredi. Après sa première réussite sur la scène continentale, le Racing Club d'Abidjan joue gros en Ligue des Champions pour ce second tour contre le Oroya AC, champion de Guinée. Une équipe expérimentée dont le champion ivoirien doit se méfier. La manche allée se joue ce mercredi au stade Alassane Ouattara de Bimpé à 16h. Exempté de premier tour de la Coupe de la CAF, le FC San Pedro est au Sénégal pour y défier l'équipe du Jaraaf. Ah, mais ça va être chaud. Ça va être chaud pour nos différents clubs ivoiriens engagés sur la scène africaine. On va commencer avec le champion de Côte d'Ivoire, qui est le Racing Club d'Abidjan, qui joue demain à partir de 16h, comme vous l'avez dit, du côté du stade Alassane Ouattara de Bimpé. Face à qui? Face à Oroya AC, je dirais. C'est un club qui n'est plus à présenter, un club qui, aujourd'hui, je dirais, est le meilleur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, avec non seulement un président qui a les moyens et qui fait venir pas mal de bons joueurs. Même, il y a un ancien joueur de la Ligue 1 ivoirienne qui évolue là-bas, qui est capitaine. Okancé Mandela, on l'a connu du côté du CW Sport de San Pedro. Dans la belle période du CW Sport, il y avait Okancé, il y avait Assalé Roger, et puis il y avait les autres Bobo au niveau des buts. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de Oroya très expérimentée qui arrive à Abidjan pour affronter cette équipe du Racing. Alors, l'objectif pour ce match au niveau du Racing, c'est non seulement de faire un bon résultat, mais un bon résultat face à un club comme Oroya, ça sera quoi? Éviter la défaite, mais peut-être une victoire sans prendre de but du côté d'Abidjan pour espérer faire quelque chose, arracher quelque chose du côté de la Guinée. Et puis au niveau de la Coupe CAF, l'équipe du FC San Pedro s'est envolée le dimanche matin pour la capitale la capitale sénégalaise pour affronter le Jaraaf. On rappelle que le Jaraaf a éliminé Canopia lors du premier tour au niveau de la Coupe de la Confédération. Match aller 3-1 pour le Jaraaf au Sénégal et puis retour 0-0 du côté du Nigeria. Donc c'est une équipe qui à domicile joue très bien. Donc il va falloir faire très attention pour le FC San Pedro qui se déplace. En tout cas, ils ont été Gianni Tarek, l'entraîneur du FC San Pedro, avant le départ pour le Sénégal, avait dit que voilà, un bon mental pour ses joueurs. Ils avaient très bien préparé depuis près de 2 mois cette compétition. Le moment est arrivé. Il faut maintenant montrer ce qu'on a appris du côté du centre d'entraînement de Bofo-Doumé. Et ça va être chaud. Donc, ça va être compliqué, mais... Ça sera 17h pour l'équipe du FC San Pedro au Sénégal et 16h pour le Racing à Ebimpe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au mental que ces matchs se gagnent pour nos deux formations. Je pense que l'équipe du Racing Club d'Abidjan a bien appris déjà face à la formation de Kara lors de son premier match de Coupe d'Afrique. Je pense qu'elle est à domicile. Il va falloir rester solide, costaud, concentré depuis la première minute jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est clair. Pareil aussi pour cette formation du FC San Pedro qui a quand même un peu une petite expérience, une dose d'expérience avec la Coupe d'Afrique. On espère que
ils vont bien se comporter du côté de Dakar, Sénégal. voilà, du côté du Sénégal à Dakar, face à cette équipe du Giraffe. D'accord, eh bien, on leur souhaite vraiment bonne chance et on sera de tout cœur avec nos équipes, absolument. Allez, fin de ce LGT News, hein, je vous rappelle nos 2 questions LGT du soir. La FIF peut-elle gagner la bataille contre la FIFA? Et puis, les joueurs d'Arsenal sont-ils responsables des contre-performances de l'équipe? Un numéro pour nous joindre, c'est le 21 59 93 99. Si vous voulez nous appeler de l'étranger, bien vous pouvez le faire en mettant juste un petit 00 225 devant. Et dans un instant, notre invité Godwin Zaki, oui, l'attaquant du SC Gagnois, eh bien, viendra nous faire un petit coucou sur le plateau de la grande team. On peut passer au focus de ce soir.